Nous sommes toujours dans notre périple historico-philosophique. Hein, le but, c'est vraiment de vous donner une approche à la fois historique de la philosophie, au moins sur tout ce qui est antique, et ensuite, à partir de ces philosophes antiques, de nous dire ce qu'est la philosophie. D'accord ? La première séance, donc on avait fait une introduction. La deuxième séance, on avait fait la sortie du mythe. La troisième séance, nous avions fait la question du choix de la vérité, de l'amour de la vérité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer, j'aimerais vous proposer comme quatrième séance le choix de la vie philosophique. Et on va le faire à partir de deux auteurs qu'on ne présente plus maintenant. Hein. Nous étions, vous vous souvenez, amusés avec Socrate la dernière fois. Et donc là, nous allons nous amuser avec ses disciples directs, puisque nous allons parler de Platon et d'Aristote. Alors, Platon, vous avez dû, et Aristote d'ailleurs, vous avez dû en entendre parler quand vous avez fait de la philosophie en terminale ou dans vos études. Et j'aimerais vous présenter un autre Platon. D'accord ? C'est toujours très audacieux, vous savez, quand on commence à dire ça, je vais vous présenter quelque chose de très original, etc. Non, c'est pas tellement très original, j'aimerais vous présenter un Platon humain. D'accord ? Un Platon et un Aristote qui sont humains, pas que simplement à travers leur thèse, parce que quand on parle de Platon, on parle de sa théorie des idées, on parle de, son âme avec trois parties, vous savez, comparé à un cheval, un cocher tiré par deux chevaux. Voilà, ou le banquet, où finalement on tend vers l'amour, on tend par l'amour au bien, et ainsi de suite. Non, mais c'est pas tout à fait Platon dont on parle. Là, on parle du platonisme et du courant philosophique du platonisme. Alors que je pense que quand on fait de l'histoire de la philosophie, et cette thèse n'est pas de moi, je dois vous avouer, elle est... j'en ai principalement entendu parler chez Michel Onfray, donc vous voyez comme quoi je suis capable de prendre du bien là où j'en trouve, même dans des marais parfois un peu compliqués. Et il dit toujours, quand on étudie la philosophie, il faut regarder la vie de ceux qui nous prêchent cette philosophie, pour savoir si ce ne sont pas des imposteurs, en fait. Et donc là, on va regarder la vie de Platon un petit peu. Et vous allez voir, après, ne vous en faites pas, nous étudierons un texte de lui. Mais d'abord, on va regarder sa vie. Parce que je vais vous parler d'un homme qui a eu l'impression d'avoir complètement raté sa vie. D'accord ? C'est le philosophe occidental dont on parle le plus. Certains disent que la philosophie occidentale ne sont que des notes de bas de page à l'œuvre de Platon. Donc on a l'impression que c'est le roi des philosophes, alors que lui, pendant sa vie, a eu le sentiment d'avoir complètement raté. Sa vie commence en 428 avant Jésus-Christ. Il est noble. Il est issu d'une famille athénienne. Est-ce que je pourrais pas vous donner d'abord les textes maintenant ? Non, c'est bon. Je vous donne les textes après. Non, c'est pas important. Il est issu donc d'une famille noble athénienne, quasiment légendaire. Donc, comme tous les Grecs, hein, on trouve dans son arbre généalogique a priori un héros ou une divinité. Hein, donc, pour Platon, évidemment, ce sont des héros. Ses oncles, sa famille de manière générale, est très très liée à la politique d'Athènes. Et notamment ses oncles vont, lorsque Athènes va perdre certaines guerres, vont faire partie des tyrans d'Athènes. Il va y avoir un groupe de personnes qui va prendre le pouvoir, on en avait parlé, vous savez, Socrate va s'opposer à ces personnes-là, ce qui va vraiment ébranler notre jeune Platon. C'est quelqu'un, pour que vous le représentiez un petit peu, c'est quelqu'un d'immense sur de l'immense. C'est-à-dire que en longueur comme en largeur, on est sur un géant. Il est lutteur, il gagne plusieurs fois les Jeux Olympiques à la lutte, donc c'est quelqu'un de très fort. Et en réalité, son nom, Platon, n'est pas son vrai prénom. Platon, c'est le surnom que lui donnait son professeur de gymnastique. Pourquoi ? Parce que Platoun, en grec, signifie large.
D'accord? Donc c'est larges épaules. Et Platon a pris ce nom-là, c'est très étonnant, pour faire sa philosophie. Donc c'est quelqu'un qui fait de la philosophie comme il lutte, vous voyez? Donc c'est pas un gentil, Platon. D'accord? C'est pas quelqu'un... Il voit dans la philosophie l'œuvre d'un combat. Platon veut faire de la politique, comme toute sa famille, très tôt. Et il veut faire de la politique, et en même temps, il a un deuxième amour, qui est la littérature poétique. C'est quelqu'un qui réussit même comment on appelle ça, la dramaturgie grecque, et donc on lui donnerait une place comme poète de la cité. Alors attention, poète de la cité, nous aujourd'hui on ne connaît plus trop ça. Vous croisez quelqu'un qui vous dit bonjour, je suis poète, vous dites d'accord, toi, chômage, vraisemblablement, comme un philosophe d'ailleurs, mais voilà. Poète à l'époque des Grecs, c'est quelqu'un qui est presque dans le clergé. D'accord ? Rappelez-vous que les Grecs ont leur texte fondateur chez un poète, Homère. D'accord ? C'est lui qui va vraiment structurer toute la culture grecque. Et donc, quand on est poète, eh bien, on se revendique comme étant celui qui va fabriquer la culture. Donc c'est un rôle très important, très reconnu par la cité, et donc il y a un concours qui est proposé, le concours de la tragédie, où vous devez écrire des choses et vous êtes retenu pour devenir poète ou pas. Platon va passer ce concours-là et Platon va réussir. C'est ça qui est absolument dingue, c'est que Platon va vraiment réussir parce qu'il a des textes absolument incroyables et il écrit très très bien. Bon, manque de bol, un jour, alors il va acheter des armes parce qu'il va faire son service militaire. Il est très heureux parce qu'en plus, le fait de pouvoir faire son service militaire lui permettrait... Alors, son service militaire, attention, c'est pas le service militaire de Sparte, c'est le service militaire d'Athènes. Donc, ça veut dire que vous prenez part à une campagne athénienne. D'accord ? C'est pas un service où vous allez être dans un camp militaire et puis basta. Non, non. Athènes est en guerre, vous allez combattre pour Athènes. Et alors que Platon va acheter des armes, parce qu'il est très riche, et chaque citoyen athénien doit s'occuper de son propre équipement. Donc il va acheter des armes, et là il croise un vieux bonhomme. Lui il a la vingtaine, et ce vieux bonhomme a à peu près 70 ans. Entre 60 et 70 ans. Ce vieux bonhomme c'est Socrate. Et lors d'une conversation, Platon va être complètement ébranlé, puisque Socrate lui fait comprendre que c'est complètement stupide de prendre les armes pour défendre la cité, il ferait mieux de permettre l'édification de la cité. Comment ? Par son intelligence. Platon est un peu ébranlé et donc décide de ne pas acheter ses armes et il va suivre Socrate. Il va suivre Socrate, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va littéralement suivre Socrate quand il se balade dans Athènes. Socrate était entouré d'une quinzaine de jeunes, ou de moins jeunes, qui l'écoutaient. Mais qui l'écoutaient faire quoi ? Parler avec d'autres personnes. Les disciples ne parlaient pas avec Socrate. D'accord ? Les disciples, ils regardent, ils écoutent, et ils observent comment le maître fait. Fasciné par cela, Platon est un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune disciple de Socrate. Et donc, il est fasciné par ce vieux bonhomme qui a la capacité de faire quoi ? De faire se taire les sophistes, qui sont les stars de l'époque. Vous voyez, c'est comme si nous, on était les stars de l'époque qui pourraient s'apparenter aux sophistes aujourd'hui. On pourrait prendre des grands journalistes, par exemple. Vous voyez, les grands journalistes pourraient très bien être comparés, parce que c'est eux qui animent le dialogue public, vous voyez. Et alors, si vous invitez quelqu'un, vous imaginez que quelqu'un est invité sur un plateau télévisé, et là, il cloue le bec de tous les journalistes les uns après les autres. Bon, ça fait des émules, les gens se disent c'est incroyable. Je vous avais donné l'exemple, il y a plusieurs exemples, mais récemment, il y a l'exemple de Didier Raoult, par exemple, qui faisait ce genre de choses avec les journalistes. Vous avez plein de personnes qui se sont dit mais c'est incroyable, ce druide est absolument incroyable, suivons-le, ça va devenir notre maître. Bon, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec Socrate. Et Platon va en même temps, comme il a un pied dans la politique, avec sa famille, il va commencer à entendre parler du fait que Socrate n'est pas bien vu de la part des politiques. Et notamment, les 30 tyrans d'Athènes disent à Platon « Super, nous avons le pouvoir, viens !»
viens s'il te plaît, deviens tyran avec nous, comme ça tu vas pouvoir réaliser ton rêve, à savoir faire de la politique. Platon est enchanté, il court voir Socrate pour lui en parler, Socrate lui dit c'est une très mauvaise idée. Ne le fais pas. Il le décourage complètement. En réalité, c'est pas vraiment ça qui a douché complètement les ardeurs de Platon, c'est quand on a demandé, les 30 tyrans ont demandé à Socrate de dénoncer un de ses amis pour le mettre à mort, parce que les 30 tyrans voulaient récupérer sa fortune. À ce moment-là, Platon s'est dit « Oula, mais moi je ne veux pas faire partie de ce genre de choses ». Tant mieux pour lui, puisque la tyrannie des 30 a duré que quelques mois, avant de se faire renverser par Athènes. Donc résultat, Platon a bien choisi son camp, mais il continue à entendre un petit peu les voix politiques, les voix des décideurs, notamment les membres éminents de l'assemblée qui s'appelle la Boulée, qui est une assemblée, l'assemblée législative en fait, de tous les citoyens d'Athènes. Et il entend une chose, c'est qu'il y a 3 personnes, un devin, un prêtre et un poète, je crois que c'est Mélitos, qui projettent de faire mourir Socrate. Et qui vont intenter un procès à Socrate, on en avait parlé la dernière fois, pour impiété et corruption de la jeunesse. Platon fait partie de la jeunesse corrompue. Socrate est condamné à mort, vous connaissez l'histoire, je vous en ai parlé la dernière fois. Le problème, c'est que Platon, le jour de la mort de Socrate, est malade comme un chien. Il ne peut pas se lever, il ne peut pas se déplacer. Imaginez-vous la grippe actuellement qui est en train de passer, puissance 15 000, vous voyez. Donc c'est-à-dire impossible d'aller voir Socrate alors qu'il va mourir. Ça va le mortifier, Platon. Vraiment, ça va être une horreur. Alors, il va être, vous voyez, c'est quelqu'un qui adule profondément Socrate, et en même temps qui était vraiment versé dans la politique, de par sa famille. Il se retrouve avec un conflit d'intérêts absolument colossal, parce que sa famille, les décideurs, mettent à mort Socrate, et Socrate refuse de fuir. Et donc il va mourir. À la suite de la mort de Socrate, il va y avoir une persécution de tous les disciples de Socrate. Et ils vont tous fuir. Platon le premier. Platon va fuir la ville d'Athènes, dont il est normalement, dont son destin est totalement lié, puisque sa famille, je vous le rappelle, depuis des générations, dirige la cité et prend part à cette vie politique. Alors Platon va fuir. Il ne s'en remet pas, il écrit plusieurs livres, notamment l'Apologie de Socrate, il écrit plein de livres qui montrent que Socrate, d'une part, était quelqu'un d'extraordinaire, d'autre part que les sophistes étaient globalement tous des pourris, et ensuite que Athènes, c'était vraiment une bonne, pardonnez-moi, voilà, je ne vais pas continuer, mais vous avez compris, une personne, en tout cas une cité peu recommandable. Voilà, les traités de la jeunesse de Platon sont assez saillants contre Athènes, contre les sophistes et dans l'éloge de Socrate. Mais pendant son voyage, justement, il va partir, et il va aller voir les Égyptiens. Il va partir en Égypte. On suppose qu'il va être initié au mystère d'Éleusis. Les mystères d'Éleusis, vous savez, on en avait parlé. Cette idée que, suivant le mythe d'Orphée, il faut que l'âme descende dans l'enfer de la mort pour rejaillir, renaître. Et en fait, ça introduit un espèce de dualisme très très profond, à savoir que l'âme, c'est ce qui compte, tandis que le corps est à délaisser. Platon, pendant cette période-là, va aussi faire un petit crochet chez les pythagoriciens. Vous vous souvenez de Pythagore qu'on avait vu dans le début. Résultat, Platon va se prendre d'amour pour les chiffres, pour la mathématique, pour la géométrie, dans leur caractère sacré. L'ambiance se calme un petit peu à Athènes par rapport aux disciples de Socrate, tant et si bien que plusieurs de ses disciples vont revenir et faire école à Athènes. Vous avez les mégariques, les cyrénaïques. Bon, je vous passe un petit peu leur théorie, c'est pas trop ce qui nous intéresse pour le moment, bien qu'ils soient très intéressants, les cyrénaïques étant les premiers hédonistes, on peut dire, vraiment l'amour du plaisir. Les cyrénaïques, après on va voir... les mégariques, voilà, qui descendent un petit peu des sophistes et de Protagoras. Vous avez une troisième école dont le nom m'échappe actuellement, mais que je pourrais retrouver. Platon revient et lui décide de fonder sa petite école lui aussi. Il va donc fonder à l'extérieur d'Athènes, il décide que son école, contrairement aux 3 autres, vous voyez, ne sera pas au cœur de la ville, ce sera excentré, dans un espèce de parc
en fait, qui est une espèce de gymnase qui s'appelle l'Académos. Et donc, on va appeler son école l'Académie. L'Académie de Platon. Cette école, comment elle fonctionne? Les cours sont gratos. Vous ne payez pas pour rentrer dans l'académie. Vous payez uniquement pour votre nourriture et votre logement. Sous-entendu, vous vous débrouillez. Au sein de l'académie, comment ça se passe? Il y a évidemment donc le gymnase, il y a aussi un petit musée. Qu'est-ce que c'est qu'un musée? C'est un hôtel pour les muses. Parce que les muses, vous savez, voilà, sont celles qui inspirent le savoir, sont des déesses associées à Apollon, et donc ça inspire le savoir. Vous avez des salles de classe, vous avez une bibliothèque qui commence, et les cours se déroulent comment? Il y a les cours du matin qui sont donnés et ouverts à tous. On appelle ça les cours exotériques. Et l'après-midi, vous avez les cours ésotériques qui ne sont que pour les académiciens. Platon va développer pendant cette période-là une idée du fait que Socrate n'aurait pas été mis à mort si le gouvernant d'Athènes était un philosophe. Aussi, il va développer toute une théorie pour dire que la République, donc le régime propre d'Athènes, n'est pas le meilleur régime politique possible. Le meilleur régime politique, c'est la royauté, et pas n'importe quelle royauté, la royauté des philosophes. Donc vous voyez, chez Platon, on a déjà une espèce de rupture par rapport à ce qu'on avait vu avant avec les philosophes qui avaient tendance à se détacher de la politique. Ils se détachent de la politique, pourquoi? Parce qu'ils veulent se préoccuper de la sagesse. Chez Platon, il y a cette idée, en tout cas au moment de sa maturité, il y a cette idée que non, l'idéal c'est le philosophe roi. Et extraordinaire, le roi de Syracuse, j'ai oublié de vous dire, hein, l'académie de Platon, Platon devient la star d'Athènes. Il éclipse tout le monde. Parce que Platon est brillant. Mais vraiment brillant. C'est-à-dire que dans ses cours, dans son écriture, c'est quelqu'un qui a une très très grande capacité intellectuelle. Et il parle très bien, et aussi il est très très proche des élites locales. Donc ça fait que tout le monde vient le voir, les grands magistrats viennent le voir, etc. Ça fait que Platon est une star. C'est-à-dire que si c'était juste le philosophe des bouseux, comme on le verra plus tard quand il s'agira de Diogène ou d'Épicure, bon, c'est des stars, mais c'est des stars populaires. Vous voyez, c'est pas des stars estampillées, systémo-compatibles. Platon, il est systémo-compatible, il n'y a pas de problème. Tant et si bien que le roi de Syracuse, Denis, l'appelle et lui dit « Platon, j'ai un fils. Est-ce que tu veux bien l'éduquer selon ta philosophie, devenir son précepteur ?» Platon se dit « Extraordinaire. Extraordinaire. C'est génial. Je vais pouvoir enfin appliquer ma philosophie. » Et donc, il y va. Et ça se passe pas bien du tout. Pourquoi? Parce que la cour de Syracuse voit d'un très mauvais œil cet Athénien qui commence à éduquer le fils de Denis de Syracuse. Et en plus, Platon se fait pote avec un gars à la cour qui aurait des vues sur le trône. Donc, mauvais ami, parce que résultat, il se retrouve pris dans une espèce d'intrigue politique, alors que lui n'avait pas trop envie de ça. Le résultat des courses, c'est que quelques mois plus tard, même je crois que c'est un an plus tard, un an et demi plus tard, Denis fait enfermer Platon et il va le vendre comme esclave. Super, donc c'est génial. Faut se rendre compte qu'il va être vendu comme esclave sur un marché et c'est un des amis de Platon en voyage à l'époque dans cette ville qui repère sur l'étalage Platon et qui rachète Platon. Coup de bol. Platon retourne à Athènes. Un petit peu pas très content. Hein, voilà. Il continue à enseigner. On voit qu'il commence un petit peu à développer sa théorie des idées en lien avec
notamment les mystères d'Éleusis et avec la pensée pythagoricienne. Voilà, quelques années passent, donc l'école ne cesse de grandir, et Denis de Syracuse renvoie un message à Platon. Parce que Denis se rend compte qu'il avait quand même une star à la cour et qu'il a réussi à la vendre comme esclave. Donc c'est quand même un peu naze. Donc résultat, il lui renvoie un message en lui disant « Écoute, mon fils n'est pas encore majeur, il ne va pas encore prendre la royauté, est-ce que tu veux bien lui donner quelques cours ?» Voilà, tu lui donnes quelques leçons. Voilà. Platon accepte, un peu dubitatif, mais surtout parce que l'ami qu'il s'était fait, vous savez, donc qui militait pour prendre la place du roi Denis, a été banni. Et Platon dit, moi je veux bien revenir si tu retires le bannissement de mon ami Lycon. Denis accepte. Platon revient à la cour. Alors là, il est beaucoup plus méfiant, Platon. Là, il se fait ami avec personne. Il est juste en train d'enseigner le Denis le jeune, hein, pas Denis le vieux, mais Denis le jeune. On ne sait pas ce qui se passe. Ça ne nous est pas dit. Mais il se fait emprisonner et vendu comme esclave. Une deuxième fois. Dans une autre ville. Là, c'est même pas un ami qui le reconnaît, c'est un magistrat d'Athènes. En voyage à nouveau dans cette ville, qui reconnaît Platon. Et qui le rachète. Platon revient, il commence à en avoir un petit peu marre. Vous voyez, de cette histoire. Surtout qu'il commence à être vieux. Voilà, il commence à être un peu plus âgé. Donc, à ce moment-là, et en plus, pendant son absence, oui, j'oubliais, pendant son absence, son remplaçant a commencé à critiquer sa théorie des idées, en disant que ça ne fonctionnait pas. Platon revient donc avec toute une école qui ne pense plus comme lui, et donc il va se remettre en question. Et il va commencer à écrire des livres où il dit, bah voilà, ce que j'ai dit avant, c'est pas faux, c'est pas vrai, pardon. Ce que j'ai pu penser avant, bah, je me rends compte qu'il y a vraiment des limites, etc., notamment le Parménide et tout ça. Denis de Syracuse meurt. Denis le jeune, éduqué par Platon, envoie un message à Platon lui disant « J'aimerais bien que tu viennes à la cour pour être mon conseiller. » Là, Platon, comme il en a marre, évidemment, il accepte. C'est ironique, évidemment, donc il accepte, il va à la cour, et là, ça se passe encore pire que les deux autres fois. Résultat, il se retrouve en prison, il a 75 ans. Il se retrouve en prison, il est, très affaibli, et il pense qu'il va y mourir, en fait. Alors, pas de problème. Alors, comme il pense qu'il va y mourir, il envoie des petits messages, des recommandations, etc. Il y a une des recommandations pour une fois qu'il sera mort. Sauf qu'il y a un de ses amis, pythagoricien, qui fait arrimer, non mais je vous dis, c'est un feuilleton, il faudra en faire une série, qui fait arrimer un trirème de guerre. Et que le gars paye un trirème de guerre, qu'il envoie sur Syracuse, donc rempli à rabord d'hoplites, et prêt à défoncer Syracuse, pour leur dire, vous me rendez Platon. Denis libère Platon, pour éviter une guerre ouverte. Platon revient avec le sentiment d'avoir complètement raté sa vie. Il a complètement raté sa vie, pourquoi ? Parce que le philosophe roi, ça ne fonctionne pas. Et il a tout raté. La seule chose qu'il a réussi à apprendre dans cette aventure, c'est que, heureusement qu'il a des amis. Et notamment, les pythagoriciens sont quand même des gens extraordinaires. Et il se dit, si ça donne des gens aussi sympathiques, ça veut dire que leur philosophie doit être assez vraie. Platon va finir ses jours à l'académie, il va mourir. Alors, à nouveau, je vous ai dit, la mort des philosophes est toujours intéressante. Il va mourir lors d'un banquet de noces. Lui qui, justement, avait tout bâti sur la question de l'amour du bien, à l'occasion d'un dialogue ultra célèbre qui s'appelle Le Banquet. Il meurt dans un banquet.
alors que son école est blindée de personnes et que c'est ça sa véritable réussite. Donc on a un homme qui est profondément déçu par des aspirations humaines, très humaines. Il voulait la réussite politique, il l'a toujours voulu, il n'y est pas arrivé, il n'a pas réussi. Donc ça, vous voyez, c'est déjà une première petite leçon anthropologique. Ne regardons pas notre vie à l'aune de nos espérances humaines, attendons que l'histoire juge de ce que nous aurons fait. Vous voyez, sachant que l'histoire nous oubliera bien rapidement, donc autant se contenter du présent, mais ça nous le verrons quand nous ferons les stoïciens. D'accord ? Alors pour Platon, j'ai choisi de vous donner un extrait pour parler justement de ce qu'est la philosophie. Alors c'est un dialogue, parce que Platon écrit des dialogues. On n'a pas retrouvé ses notes de cours. On n'a pas retrouvé ce qu'il enseignait, on a retrouvé ce qu'il a publié de son vivant, et c'est des dialogues qui mettent en scène très souvent Socrate avec un interlocuteur, soit un sophiste, soit une autre personne avide d'apprendre. La question est, qu'est-ce qui distingue un philosophe d'un sophiste dans le passage que je vous ai pris? Et alors là, vous allez un peu rire. Parce que Platon va décrire réellement ce qu'est le philosophe et donc va mettre en accusation une certaine partie de sa vie quand on la connaît. Donc c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il est très lucide sur lui-même. Alors je vais vous parler un peu du philosophe, vous allez voir, ça donne très envie. Le vrai philosophe ignore dès sa jeunesse le chemin de la place publique. Il ne sait où est le tribunal, où est le sénat et les autres lieux de la ville où se tiennent les assemblées. Il ne voit ni n'entend les lois et les décrets prononcés ou écrits, les factions et les brigues pour parvenir au pouvoir, les réunions, les festins, les divertissements avec des joueuses de flûte. Rien de tout cela ne lui vient à la pensée, même en songe. Vient-il de naître quelqu'un de haute ou de basse origine? Le malheur de celui-ci remonte-t-il jusqu'à ses ancêtres, ou hommes ou femmes? Il ne sait pas plus que le nombre des vers d'eau qui sont dans la mer, comme le dit le proverbe. Il ne sait pas même qu'il ne sait pas tout cela, car il s'abstient d'en prendre connaissance. Ce n'est pas par vanité, mais à vrai dire, il n'est présent que de corps dans la ville. Son âme, regardant tous ces objets comme indignes d'elle, se promène de tous côtés, mesurant, selon l'expression de Pindare, et les profondeurs de la terre et l'immensité de sa surface, s'élevant jusqu'aux cieux pour y contempler la course des astres, portant un œil curieux sur la nature intime de toutes choses, de toutes les grandes classes d'êtres dont se compose cet univers, et ne s'abaissant à aucun des objets qui sont tout près d'elle. Platon est l'antithèse de ce qu'il décrit, ou plutôt une partie de Platon. Vous voyez, Platon a été constamment ramené à la question politique, constamment ramené à la question de « je veux faire de la politique, je veux faire de la politique, je veux faire de la politique », et pourtant ce qu'il décrit comme étant l'idéal de la philosophie, c'est quelqu'un qui ne s'en occupe pas, qui n'en a rien à faire. Et vous voyez, dans ce qu'est la philosophie, nous allons le voir progressivement dans notre démarche, il y a quelque chose d'un détachement volontaire de ce genre de choses. Vous voyez, les philosophes qui sont amis du pouvoir, les philosophes que vous voyez sur tous les plateaux télévisés, les philosophes qui donnent leur avis au niveau politique, eh bien pour Platon, ce ne sont pas de vrais philosophes. Pourquoi? Parce que le vrai philosophe, il va vous parler de quoi? Il ne va pas vous parler de politique. Le vrai philosophe, il va vous parler de quelque chose qui dépasse tout cela. Le vrai philosophe s'en fiche de Trump. Il s'en fiche de ce qui se passe, Ukraine, Poutine, l'effondrement de l'Europe, Ursula von der Leyen, le pape qui est en train de mourir. Il s'en fiche. Ce dont il veut vous parler, c'est la profondeur, c'est les profondeurs de la terre et l'immensité de sa surface, s'élevant jusqu'aux cieux pour y contempler la course des astres. Portant un œil curieux sur la nature intime de toutes les grandes classes d'êtres dont se compose cet univers. Et là, vous avez, à ce moment-là, l'idéal philosophique, c'est une vie contemplative. Ce n'est pas de l'ordre de la vie active politique. Vous allez me dire, mais en même temps, celui qui fait de la philosophie, il va être tout le temps tenté de faire de la politique. Pourquoi? Parce qu'il connaît les choses, parce qu'il voit les choses.
Comment faire alors? Et Platon va y répondre. Parce que Théodore va lui poser la question. Explique-toi un petit peu mieux, Socrate. Il ne comprend pas. Socrate va donner un exemple. On raconte de Thalès, Théodore, que tout occupé de l'astronomie et regardant en haut, il tomba dans un puits, et qu'une servante de Thrace, d'un esprit agréable et facétieux, se moqua de lui, disant qu'il voulait savoir ce qu'il se passait au ciel, et qu'il ne voyait pas ce qui était devant lui et à ses pieds. Ce bon mot peut s'appliquer à tous ceux qui font profession de philosophie. En effet, non seulement un philosophe ne sait pas ce que fait son voisin, il ignore presque si c'est un homme ou un autre animal, mais ce que c'est que l'homme, et quel caractère le distingue des autres êtres pour l'action et la passion, voilà ce qu'il recherche, et ce qu'il se tourmente à découvrir. Comprends-tu ou non ma pensée, Théodore? De la même manière que Thalès se vautre dans un puits parce qu'il regarde le ciel, de la même manière, le philosophe ne regarde pas les choses terrestres. Théodore continue justement, oui, et je la partage entièrement. Socrate répond. C'est pourquoi, mon cher ami, dans les rapports particuliers ou publics qu'un tel homme a avec ses semblables, et comme je le disais au commencement, lorsqu'il est forcé de parler devant les tribunaux ou ailleurs des choses qui sont à ses pieds et sous ses yeux, il apprête à rire. Non seulement aux servantes de Thrace, mais à tout le peuple. Son peu d'expérience le faisant tomber à chaque pas dans le puits de Thalès et dans 1000 perplexités. Et son embarras le fait passer pour un imbécile. Oh, là vous voyez Platon, il enfonce le clou. Le philosophe passe pour un débile. Et si vous, chers amis, vous avez comme volonté de rejoindre ce club très très fermé des philosophes, sachez qu'il faudra accepter de passer pour un débile. Et on le verra quand on fera Diogène. Diogène rendait obligatoire un test d'humiliation à chacune des personnes qui voulaient devenir ses disciples. En faisant balader un hareng dans la rue à tout le monde. En faisant qu'il fallait vomir en public, ou alors il fallait se masturber en public. Si vous en étiez capable, c'est bon, vous pouviez devenir philosophe. Êtes-vous prêts? Pas à ça. À passer pour des débiles. Passer pour des débiles aux yeux du monde, c'est ce que Platon vous propose. Si on lui dit des injures, il ne peut en rendre, ne sachant de mal de personne, et n'y ayant jamais songé. Ainsi, rien ne lui venant à la bouche, il fait un personnage ridicule. Lorsqu'il entend les autres se donner des louanges et se vanter, comme on le voit rire, non pour faire semblant, mais tout de bon, on le prend pour un extravagant. Et oui, parce que dès lors que vous commencez à critiquer quelqu'un devant le philosophe va vous répondre « Mais moi j'en sais rien, je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas le mal dont vous me parlez. » Et quand quelqu'un commence à dire « Mais regardez, comme je suis bien, comme je suis beau, comme je suis bien », ça fait marrer le philosophe. Pourquoi? Fait-on devant lui l'éloge d'un tyran ou d'un roi, il se figure entendre exalter le bonheur de quelque pâtre, entendez un berger, porcher, berger ou bouvier, parce qu'il tire beaucoup de lait de ses troupeaux. Seulement, il pense que les rois ont à faire paître et à traire un animal plus difficile et moins sûr. Que d'ailleurs, ils ne sont ni moins grossiers, ni moins ignorants que des pâtres, à cause du peu de loisirs qu'ils ont de s'instruire, renfermés entre des murailles, comme dans un parc sur une montagne. Vous voyez comme il règle ses comptes, l'ami Platon? Tous ces hommes politiques, tous ces hommes que l'on acclame, qui ont la réussite, des rois dont on vante évidemment le mérite, finalement ils sont comparables à des porchers, et ils n'ont pas plus de culture. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de se cultiver. Ils sont bien trop occupés à leurs affaires, à leurs petites affaires, à leurs querelles intestines, à leur petite manière de gérer. Demandez à Macron s'il a le temps de lire un livre. Pas du tout, évidemment que non. Il va vous dire, mais évidemment, si, je lis un livre parce que je dors que 2 heures par nuit. Mais tais-toi, pas du tout, c'est pas ça de la lecture. Demandez à n'importe quelle star quel temps il a. Non, le philosophe, il a besoin de temps pour s'instruire, pour regarder le monde, pour contempler. Et donc tous ceux dont on fait l'éloge, parce qu'ils ne dorment que 2 heures par nuit, parce qu'ils sont tellement occupés, Platon dit, mais oui, mais très bien, mais ils sont occupés comme des esclaves. Ils ne peuvent pas être des philosophes.
Dit-on en sa présence qu'un homme a d'immenses richesses parce qu'il possède en fond de terre 10 000 arpents, ou davantage? Cela lui paraît bien peu de choses, accoutumé qu'il est à considérer la terre entière. Regardez les gens qui disent Elon Musk, avec ses milliards et milliards de dollars. Oui, mais il ne possède pas la Lune. Il ne possède pas le Soleil. Regardez l'univers. Il y a plus, vous savez, dans un astéroïde, on suppose qu'il y a plus d'or. Dans certains astéroïdes, il y a plus d'or que toute l'or qu'il y a sur Terre. Dans un astéroïde qui se balade, un caillou, c'est un caillou qui se balade dans la Voie lactée. Non, mais vous vous rendez compte? Donc Elon Musk qui nous dit, voilà, j'ai tant d'argent, mais c'est très bien, mon coco, c'est super. Mais c'est rien par rapport à la Terre. Alors justement, si les admirateurs de la noblesse disent qu'un homme est bien né parce qu'il peut prouver 7 aïeux riches, ils pensent que de tels éloges viennent de gens qui ont la vue basse et courte, qui n'ont pas l'habitude d'embrasser la suite des siècles, ni de calculer que chacun de nous a des milliers innombrables d'aïeux et d'ancêtres, parmi lesquels il se trouve une infinité de riches et de pauvres, de rois et d'esclaves, de grecs et de barbares. Attention, ça fait très mal pour un grec de dire ça. Dans mes aïeux, il y a des barbares. Dans tes aïeux, il y a des pédophiles, il y a des violeurs. Dans tes aïeux, il y a des collabos. Dans tes aïeux, il y a des méchants. Oui, si tu remontes, tu n'en sais rien. Commence pas à regarder ton arbre généalogique en te disant, mais regardez, moi j'ai telle personne qui a fait ça et telle personne qui a fait ça. Quant à ceux qui se glorifient d'une liste de 25 ancêtres et qui remontent jusqu'à Hercule, fils d'Amphitryon, cela lui paraît d'une petitesse d'esprit inconcevable. Il rit de ce que ce noble superbe n'a pas la force de faire réflexion que le 25e ancêtre d'Amphitryon et le 50e par rapport à lui a été tel qu'il a plu à la fortune. Il rit de ce qu'il n'a pas la force de se délivrer d'aussi folles idées. Dans toutes ces occasions, le vulgaire se moque du philosophe qui tantôt lui paraît plein d'orgueil et de hauteur, tantôt aveugle pour ce qui est à ses pieds et embarrassé de toute chose. Dans toutes ces occasions, le vulgaire se moque du philosophe. Êtes-vous prêts à faire de la philosophie, chers amis? Êtes-vous prêts à être en décalage? Parce que c'est ce que Platon va vous vendre. Platon ne vous vend pas une vie de star. Platon ne vous vend pas une vie extraordinaire, une vie sympathique, une vie où on va se faire aimer de tout le monde. Demandez à Raphaël Enthoven, demandez à Luc Ferry, demandez à n'importe quel philosophe de Pallas. Dès lors que vous êtes apprécié par tout le monde, méfiez-vous, il y a un souci dans votre philosophie. Parce que justement, le vulgaire va se moquer de vous. Pourquoi il va se moquer de vous? Parce qu'il vous trouve prétentieux ou il vous trouve débile? Dans votre démarche, dans ce que vous allez dire. Mais le philosophe, la joie de tout ça, c'est que l'apprenti philosophe, il en a quelque chose à faire. Le vrai philosophe, il s'en tamponne complètement, il s'en fiche. Pourquoi? Et alors justement, il va parler de ces gens qui sont attirés. Théodore répond, il faut bien l'avouer, Socrate. Mais mon cher, lorsque le philosophe peut à son tour attirer quelqu'un de ces hommes vers la région supérieure et que celui-ci consent à passer de ces questions, quelle injustice te fais-je ou quelle injustice me fais-tu, à la considération de la justice et de l'injustice en elle-même, de leur nature, du caractère qui les distingue l'une et l'autre et de tout le reste, ou bien de la question si un roi est heureux ou celui qui possède de grands trésors à l'examen de la royauté et en général de ce qui fait le bonheur ou le malheur de l'homme pour voir en quoi l'un et l'autre consistent, et de quelle manière il faut rechercher l'un et fuir l'autre, quand il faut que cet homme, dont l'âme est petite, âpre, exercée à la chicane, à la dispute, au débat stérile, vous savez, s'explique sur tout cela, c'est alors le tour de la philosophie. Oui, Platon vous dit, il y a bien des personnes qui sont capables d'être attirées. Vous allez attirer des gens quand vous allez faire de la philosophie. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Et Platon, vous savez, a décrit cet itinéraire comme la sortie d'une caverne. C'est pas agréable. Passer de l'obscurité à la lumière, c'est pas agréable. Socrate parlait d'un accouchement. Vous, mesdames, voilà, vous êtes plus concernés que nous, messieurs. Mais l'accouchement n'est pas une partie de plaisir, ni pour le bébé, ni pour la maman. Mais pourtant c'est possible. Pour autant, la chute est possible.
Suspendu en l'air et n'étant pas accoutumé à regarder les choses de si haut, la tête lui tourne. Il est étonné, interdit, il ne sait ce qu'il dit, et il apprête à rire, non point aux servantes de Thrace, ni aux ignorants, car ils ne s'aperçoivent de rien, mais à tous ceux qui n'ont pas été élevés comme des esclaves. Voyez, celui qui commence la philosophie, il va être ridicule au début. Parce qu'il va bégayer, parce qu'il va tenter des trucs, parce que c'est impalpable, c'est bizarre quand on commence à réfléchir. Vous savez, j'ai des étudiants, moi, qui venaient me voir, ils étaient tristes parce qu'ils avaient plein de questions, mais ils arrêtaient de les poser parce que les gens les trouvaient ridicules. Ridicules, ils venaient me voir, ils me disaient, mais monsieur, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que le temps ? Pourquoi ? Parce que le temps m'apparaît s'accélérer. Plus j'avance en âge, plus il s'accélère. Alors qu'avant, quand j'étais petit, c'était une dilatation perpétuelle du temps. Pourtant, le temps reste le même. Comment ça se fait que le temps, dans ma perception, évolue ? Qu'est-ce qui a changé ? Et vous voyez, il avait de très belles questions. Vraiment, c'était de très belles questions. Quand il commençait à sortir ça en soirée, tout le monde à moitié pété lui disait vas-y, mets ta gueule. Ouais, il est reparti, là, le philosophe, là. Mais oui, parce qu'en plus, quand il essayait d'exprimer les trucs, il n'y arrivait pas. C'était super. Moi, ma licence de philosophie, première année, à l'époque, je rentrais encore chez moi, chez mes parents. Et première année, j'arrivais, j'étais hyper enthousiaste. J'étais emballé par tout ce que je voyais. Voilà. Et j'essayais de leur expliquer ce que je voyais. Mais c'était nul. Je n'arrivais pas à leur expliquer ce que je comprenais. Et donc, eux-mêmes, ils ne partageaient pas du tout mon enthousiasme. Ils disaient, il est en train de devenir un peu timbré. Deuxième année, je comprends que ce que je croyais comprendre est plus compliqué que ce que j'avais compris. Donc là, panique. Parce que je me dis, mince, j'ai beaucoup parlé, mais voilà. Et je me tais. J'en parle de moins en moins. Troisième année, là, je commence à comprendre un peu plus de choses et à m'émerveiller. Et je comprends qu'il y a un décalage complet qui s'est créé. Avec mes potes qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait médecine, qui ont fait du droit, il y a un décalage complet. C'est-à-dire que je ne peux plus participer de la même manière à ce qui les réjouit. Alors, je peux encore, évidemment, encore heureux. Le philosophe n'est pas complètement hors sol, vous voyez. Mais il y a des choses, non, on est décalé. Alors justement, tel est Théodore, le caractère de l'un et de l'autre sage. Le premier, celui que tu appelles philosophe, élevé dans le sein de la liberté et du loisir. Très important. Entendez ça. Le philosophe, il est élevé dans la liberté et dans le loisir. Tant que tu es esclave et que tu es occupé, tu ne peux pas faire de la philosophie. Occupé, n'entendez pas avoir des activités. Évidemment qu'il faut des activités. Mais que tu es occupé, c'est-à-dire que tu es préoccupé. Avant même tes actions, tu es occupé. Et donc en fait, tu n'arrives pas à prendre le temps de la contemplation. Le premier, celui que tu appelles le philosophe, élevé dans le sein de la liberté et du loisir, ne tient point à déshonneur de passer pour un homme simple et qui n'est bon à rien. Quand il s'agit de remplir certains ministères serviles, par exemple d'arranger un bagage, de préparer un sac, vous voyez, pour partir en voyage, d'assaisonner des mets ou des phrases, ça lui pose aucun problème. Ça poserait aucun problème aux philosophes d'avoir d'avoir des boulots que certains pourraient considérer comme déshonorants. Vous voyez, voilà, le philosophe, travailler la terre, ça pose aucun problème. Être caissier, ça poserait aucun problème. Du moment que ça lui ménage du temps de loisir et de liberté, ça poserait pas de problème. Donc vous voyez, ne confondez pas philosophe et prof de philo. Le prof de philo n'est pas forcément philosophe, selon la définition de Platon. Le prof de philo qui corrige des copies en permanence, qui est incapable de prendre du temps, de la liberté, et qui n'a plus de liberté de dire des trucs parce qu'on lui a imposé un programme, résultat, c'est plus un philosophe. C'est plus du tout un philosophe à ce moment-là. Donc ne confondez pas philosophe et prof de philo. Tout le monde peut être philosophe. Tout le monde. Mais ça va rendre incompatibles certaines pratiques, ça c'est vrai. Et on va y venir. L'autre, au contraire, entendez que ce n'est pas le philosophe. C'est un sage aux yeux des autres.
L'autre, au contraire, entend parfaitement l'art de s'acquitter de tous ses emplois avec dextérité et promptitude, mais ne sachant point porter son manteau avec grâce en homme libre, il est incapable de s'élever jusqu'à l'harmonie du discours et de chanter dignement la véritable vie des dieux et des hommes qui participent à leur félicité. De quoi parle Platon? Et là, on arrive au moment, vous voyez, au moment très important, où vous allez comprendre la thèse véritable de Platon par rapport au philosophe. C'est pas n'importe quel homme, le philosophe. Théodore dit, si tu pouvais persuader à tous les autres, comme à moi, la vérité de ce que tu dis, Socrate, il y aurait plus de paix et moins de maux parmi les hommes. Oui, Théodore, lui, il est surfan, fall in love de Socrate. D'ailleurs, Socrate, parle-moi, dis-moi des trucs, ça va résoudre le mal sur Terre, il n'existera plus, quoi. Merci Socrate. Eh ben non. Mais il n'est pas possible, Théodore, que le mal soit détruit. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose de contraire au bien. On ne peut pas non plus le placer parmi les dieux. C'est donc une nécessité qu'il circule sur cette terre et autour de notre nature mortelle. C'est pourquoi nous devons tâcher de fuir au plus vite de ce séjour à l'autre. Entendez cette phrase, c'est capital pour Platon. C'est pourquoi nous devons tâcher de fuir. De fuir. C'est pas une affaire de voyage, c'est pas une affaire de « oh, allez, on va rentrer dans la démarche philosophique, on va être content, on va... » Non, il s'agit de fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Il s'agit de fuir au plus vite de ce séjour à l'autre. Or, cette fuite, c'est quoi cette fuite? C'est la ressemblance avec Dieu. Autant qu'il dépend de nous. Et on ressemble à Dieu par la justice, par la sainteté et la sagesse. Platon n'est pas chrétien, n'y mettez pas du christianisme dedans, c'est un grec qui est en train de vous parler, mais il ne vous parle pas des dieux, de Hadès, de Zeus, de ainsi de suite. Non, il parle d'un Dieu qui serait au-dessus de tout ça. Et la fuite dont le philosophe se fait l'acteur, c'est la ressemblance avec Dieu. Il va quitter la ressemblance avec les êtres humains et il va prendre la ressemblance avec Dieu. Et comment? Par la justice, la sainteté et la sagesse. Mais mon cher ami, ce n'est pas une chose aisée à persuader qu'on ne doit point s'attacher à la vertu et fuir le vice par le motif commun des hommes. Et oui, tout le monde veut être vertueux, tout le monde veut fuir le vice. Mais ce motif pour être vertueux et fuir le vice, c'est d'éviter la réputation de méchant et de passer pour vertueux. Demandez à Bayrou. Il veut passer pour quelqu'un de vertueux. Et il y a des personnes qui recherchent la vertu et qui veulent fuir le vice uniquement pour ces motifs-là. C'est pas ça le motif du philosophe. C'est pas pour passer pour quelque chose. Tout cela n'est, à mon avis, que conte de vieilles, comme l'on dit. La vraie raison, la voici. Dieu n'est injuste en aucune circonstance, ni en aucune manière. Au contraire, il est parfaitement juste, et rien ne lui ressemble davantage que celui d'entre nous qui est parvenu au plus haut degré de justice. De là dépend le vrai mérite de l'homme, ou sa bassesse et son néant. Qui connaît Dieu est véritablement sage et vertueux. Qui ne le connaît pas est évidemment ignorant et méchant. Et pour les qualités que le vulgaire appelle talent et sagesse, elles ne font dans le gouvernement politique que des tyrans. Et dans les arts, des mercenaires. Des gens qui veulent de la thune. Aussi, on ne saurait mieux faire que de refuser à l'homme injuste qui blesse la piété dans ses discours et dans ses actions le titre d'homme habile. C'est pas un homme intelligent. Ne me dites pas qu'Emmanuel Macron est intelligent. Ne me dites pas que tous ces hommes politiques sont intelligents. Ils ne le sont pas. Arrêtons de dire qu'ils sont intelligents. C'est faire une insulte à ce qu'est l'intelligence. Ils sont malins. Dites qu'ils sont malins. On reconnaît le mot mal dedans. Oui, ils sont très très malins. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas sages. Car c'est un reproche qui plaît à leur vanité. Ils se persuadent qu'on veut dire par là que ce sont point des gens méprisables, d'inutiles fardeaux de la terre, mais des hommes tels qu'on doit être pour se tirer d'affaire en cette vie. Entendez toutes les personnes, je discute avec des jeunes qui me disent, je leur dis, c'est quoi votre objectif dans la vie? Bah, c'est gagner suffisamment de thunes pour mettre la famille à l'abri, et puis voilà, et puis profiter de la vie. Et ils vont mettre leur intelligence au service de ça. Bon, bah d'accord. D'accord, ben c'est sûr que quand vous commencez à leur parler de la ressemblance avec Dieu,
Oh là là. Mais ça rapporte rien de ressembler à Dieu. Non, ça rapporte rien. Et tu vas passer pour un débile. Vous savez, toutes ces personnes qui font l'appel de la vertu, qui vous disent non, moi je ne mens pas. Moi je ne signe pas de faux contrats. Moi je veux me préserver au niveau de mon amour, par exemple. J'attends, des personnes qui vous disent ça, j'attends le grand amour. J'ai pas envie de courir les jupons là comme ça, j'ai envie d'une personne. Ces gens-là paraissent pour des ridicules. Paraissent pour des débiles. Aux yeux du vulgaire, ils paraissent pour des débiles parce qu'ils sont considérés comme débiles. Mais non, mais profite de la vie, jouis, vas-y, fais tout ce que tu veux. Mais non. Et vous voyez à quel point le philosophe va rentrer en décalage profond avec le monde. On lui dit, cherche de la thune, il va vous répondre, si j'en ai suffisamment pour vivre, ça ira. Pour vivre, hein. Pas pour vivre de manière extraordinaire. Ah, c'est toujours les questions que le philosophe doit se poser. Si on me donnait des millions d'euros, comme ça, je gagne au loto, qu'est-ce que j'en fais? Ça dira beaucoup de votre cœur, ça dira beaucoup de ce que vous êtes au niveau de l'intelligence, ce que vous allez faire avec cet argent. Est-ce que vous ressemblerez plus à Dieu ou pas? Ça, c'est la question. Il faut leur dire ce qui est vrai, que moins ils croient être ce qu'ils sont, plus ils le sont en effet. Plus ils se croient intelligents, moins ils le sont. Moins ils se croient débiles, plus ils le sont. Dans leur ignorance déplorable de la vraie punition de l'injustice. Cette punition n'est pas celle qui s'imagine. Les supplices, l'enfer, vous voyez, vous vous comportez mal, vous irez en enfer. Les supplices, la mort, auxquels ils réussissent souvent à se soustraire tout en faisant le mal. Mais c'est une punition à laquelle il leur est impossible d'échapper. Quelle est-elle, cette punition de ceux qui font le mal? Il y a dans la nature des choses, mon cher ami, deux modèles. L'un divin et bien heureux, l'autre sans Dieu et méprisable. Ils ne s'en doutent pas, et l'excès de leur folie les empêche de sentir que leur conduite pleine d'injustice les rapproche du second et les éloigne du premier. Aussi en portent-ils la peine, menant une vie conforme au modèle qu'ils ont choisi d'imiter, à savoir l'absence de Dieu. Et si nous leur disons que s'ils ne renoncent à cette habileté prétendue, ils seront exclus après leur mort du séjour où les méchants ne sont point admis, et que pendant cette vie, ils n'auront d'autre compagnie que celle qu'il convient à leurs mœurs. Ce sont des connards, ils seront entourés que de connards. Ce sont des jouisseurs, ils ne seront entourés que de jouisseurs. Savoir d'hommes aussi méchants qu'eux, dans leur délire de leur sagesse, ils traiteront ces discours d'extravagance. Il n'est que trop vrai, Socrate. Quand vous lisez Platon, ça décoiffe. Je peux vous le dire, ça décoiffe. Vous ressortez d'une lecture de Platon, normalement, vous n'êtes pas indemne. Et pourquoi vous n'êtes pas indemne? Parce que Platon n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'être mondain. Et vous voyez, c'était quelqu'un qui était proche des puissants, d'accord. Mais dans ses écrits et dans son agir, mon Dieu, il n'avait pas le temps. Et vous comprenez pourquoi à la cour de Denis, il s'est fait mal voir. Évidemment, il n'avait absolument pas le jargon qui allait permettre de faire un super homme de cour. Contrairement à Aristote qui va arriver après. Contrairement à Sénèque qui a très bien compris qu'il fallait faire différemment. Contrairement à Marc Aurèle. Mais Platon, lui, c'est le champion de lutte. C'est 1m80 sur 1m80, vous voyez, c'est le gars qui arrive, c'est Hulk, voilà. C'est Hulk, il n'a pas le temps, il a un message à vous dire, pam, 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 terminé, voilà, vous l'avez compris, vous l'avez pas compris, tant pis pour vous. Et vous voyez, dans le tête, on a vraiment cette première idée de ce qu'est la philosophie. De ce qu'est le philosophe. Ça vous donne le programme. Et vous allez voir que dans la philosophie antique, et dans la philosophie occidentale, même si ça a tendance à se perdre un petit peu, on a quelques figures en fait qui se rapprochent de ça, qui essaient de se rapprocher de ça. La finalité, c'est quoi? C'est de faire la justice. Pourquoi? Parce que c'est celle de Dieu. Alors, c'est pas facile parce qu'on est dans un climat qui est post-religieux. Et donc, dès qu'on parle de Dieu, on entend religion nécessairement. Platon vous dit, mais, et il le dit dans d'autres textes, faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est faire ce que vous voyez dans l'ordre de l'univers. C'est faire ce qui est rationnel, c'est faire ce qui est raisonnable,
c'est suivre votre nature réelle. Si vous ne le faites pas, vous ne faites pas la volonté de Dieu, et donc vous faites quelque chose qui est proche de votre anéantissement. Vous allez être contre nature. Vous allez vous abîmer, en fait, et ce sera ça votre punition. Vous allez déplorer, alors que vous êtes un minable, d'être entouré de minables. Mais c'est normal. Et si vous vous rendez compte que dans votre entourage, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ne vous tirent pas vers le haut, posez-vous des questions sur vous. Posez-vous des questions, c'est ce que va vous dire Platon. Hein. Regardez vos amis. Si vous voyez que vous êtes entouré que de gens qui sont vraiment pas ouf, non mais posez-vous des questions, il y a un problème là. Ça va pas. Sauf si c'est un choix. Alors là, il y a des choix, voilà. Vous voulez exercer votre vertu particulièrement, bon, peut-être, mais c'est un choix risqué. L'adéquation au divin. On va passer au deuxième personnage. La deuxième personne, en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. La deuxième personne, c'est le disciple de Platon. Il y a un magnifique tableau qui s'appelle l'École d'Athènes, qui met en scène plein de philosophes. Et qui sont... C'est pas possible, parce qu'il y en a qui sont morts avant, etc. Mais c'est l'École d'Athènes pour vous montrer la pensée d'Athènes. Et au centre, vous avez Platon et Aristote. Platon est un vieux monsieur, Aristote est un peu plus jeune. Et Platon a une attitude, a une posture qui est très intéressante. Il tient dans les mains un livre qui s'appelle le Timée, dans lequel il raconte la création du monde. Et il pointe le ciel du doigt. Le philosophe doit ressembler à Dieu. Et on pointe du ciel le doigt. On pointe du doigt le ciel. À côté, vous avez Aristote, plus jeune, qui tient son manuel de morale, qui s'appelle l'Éthique à Nicomaque, donc l'agir humain, et de la main, alors il est en train de regarder Platon, et de la main, il pointe la terre. Il dit à Platon, attention, dans l'agir, regarde par terre. Parce que là, tu es en train de regarder le ciel, etc. Tu vas finir comme Thalès à tomber dans ton puits. Regarde par terre, avec la morale. Et ça va vous dire un petit peu les deux facettes que vont prendre la philosophie, que va prendre la philosophie. Une facette quasiment mystique avec Platon et une facette morale avec Aristote. Alors Aristote, il naît en moins 384 à Stagir, qui est proche de la Turquie actuelle. Il meurt en 322 à Chalcis. Aristote est donc stagirite. Son père est médecin. Et il fait partie d'une grande famille qui descendrait d'un héros, je crois que c'est Asclépios, qui est un héros médecin, quasiment un demi-dieu, un médecin, qui aurait des grands talents de médecine. Son père s'appelle Nicomaque, et il va éduquer Aristote, et malheureusement, à l'âge de 13 ans, le père d'Aristote va mourir, il va devenir orphelin de père, et à l'époque, en fait, notamment à Stagir, les femmes n'avaient pas les capacités de nourrir leur famille au niveau comment dire, de la rémunération. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Aristote va aller chez un de ses oncles, justement en Turquie. Et il va y vivre durant le reste de son adolescence. Et arrivé à l'âge adulte, Aristote va hériter de la fortune de son père. Qu'est-ce qu'il va faire avec la fortune de son père? On ne sait pas très bien comment Aristote a entendu parler de Platon, mais il n'a qu'une seule envie, c'est d'aller à Athènes. Et donc avec les économies du papounet, il va se payer un voyage et il va arriver à Athènes. À ce moment-là,
il a la vingtaine, en gros, et il va intégrer l'Académie de Platon. Bon, physiquement, Aristote, il ressemble à quoi? C'est l'opposé de Platon. Il est petit, chétif, un peu malingre, il a un défaut de prononciation énorme, soit c'est un bégaiement très 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 prononcé, soit c'est un sucetage ou un chuchotage, vous voyez, ce genre de choses. Bref, c'est quelqu'un, et en plus, pardon, il n'est pas athénien. Donc il est ce qu'on appelle un métèque, un étranger, un immigré. Donc il n'est pas citoyen, il ne prend pas part à la vie de la cité, Aristote. Donc c'est vraiment l'opposé de Platon. Alors il est très coquet, les gens racontent qu'il prenait très très soin de lui, de sa barbe, de ses cheveux, il avait quasiment une bague à chaque doigt, voilà, il se mettait du parfum, voilà. Il était très coquet, voilà. On n'est pas chez le lutteur de Platon, vous voyez, on est plutôt voilà, chez le gars. Bon, voilà. Il a été marié 2 fois, il a des enfants, contrairement... voilà, non, c'est ça. Et donc, dès qu'il arrive à l'académie, il se rend bien compte que c'est exactement là qu'il devait être. Il est conquis par cela. Et il boit toutes les paroles de Platon. Et il apprend toutes les choses auprès de lui. Il va même être tellement bon que Platon, avec humour, va l'appeler petit à petit le nous. Rappelez-vous, le nous, hein, ça renvoie à Anaxagore, qui parle de l'esprit divin en disant que c'est le nous. Platon appelle Aristote le nous. Vous voyez? Alors, nous, de cette blague-là, on a tiré une blague de philosophe qu'on se disait dans notre école de philosophie. C'est quand on avait un cours qui était un petit peu ardu, on disait là, on a touché du nous, là. Une expression que personne d'autre pouvait comprendre à part nous. Donc il y avait 30 pégus qui comprenaient cette blague. Donc on rigolait comme des débiles et on était la risée des autres. Mais comme Platon le dit dans le Théétète, c'est pas très grave d'être la risée des autres. Platon va même demander à Aristote de devenir un chargé de TD. Ça se dit pas comme ça à l'époque. Ça se dit anagnoste. Mais en gros d'être celui qui va enseigner la philosophie de Platon aux plus jeunes. D'accord ? Il devient un des élèves préférés de Platon et même Aristote va se permettre des critiques auprès de Platon, de sa philosophie, et on imagine que les critiques que Platon va avoir vers la fin de sa vie sont des reprises de certaines critiques que Aristote avait fait lui-même, parce que ce sont les mêmes critiques que Aristote va reprendre dans la métaphysique. Vous voyez, dans un écrit qui s'appelle la métaphysique. À la mort de Platon, on pense que Aristote avait peut-être l'idée qu'il allait devenir le successeur de Platon à la tête de l'Académie. C'est finalement le neveu de Platon, Speusippe, qui va être choisi. Et Speusippe a la particularité d'être un pythagoricien complet et adepte de la théorie des idées, que Platon avait remis en question à la fin de sa vie. Donc Aristote se retrouve dans une école avec laquelle il n'est pas du tout d'accord sur l'enseignement. Il va donc partir et il va aller étudier avec un groupe d'amis sur une île où il va étudier la biologie. La biologie des plantes, la biologie des animaux. Aristote est un passionné de sciences naturelles. Vous voyez, il aime, et en particulier, il aime par-dessus tout ce qui est vivant. C'est la grande différence entre lui et Platon. Platon ne considère pas que les sciences de la vie ont quelque chose de tellement intéressant, si ce n'est pour la médecine. Pour Aristote, contempler l'ordre du monde dans la biologie fait partie des plus hautes contemplations philosophiques. Et donc on voit régulièrement pour Aristote. On voit régulièrement Aristote descendre le matin pour aller au port, intercepter les bateaux de pêcheurs qui rentrent, parce que vous savez qu'à l'époque on pêche la nuit, et regarder dans les filets si jamais il ne connaît pas un poisson, un mollusque, une pieuvre, quelque chose, et le récupérer, il l'achète, il le récupère, et il l'emmène dans sa petite maison pour observer ce que c'est. Arriver à comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, etc.
Il va réaliser des dissections. Pour lui, c'est important de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur du truc. Il va faire des hypothèses, d'ailleurs. Il va se rendre compte que il y a toute une théorisation de la génération, notamment sur le fait qu'il y a plusieurs oh mince, j'ai plus les mots, excusez-moi, plusieurs cellules, mais c'est pas le mot cellule, plusieurs cellules dans les utérus de truies, par exemple, qui leur permet d'avoir plusieurs pourceaux. Et voilà, et donc il va établir des hypothèses. Est-ce que quand on a des jumeaux, ça veut dire que la mère en fait a 2 cellules ou pas du tout, ou comment ça se passe? Bref, il va faire plein de théories. Et il va écrire énormément. Aristote va être appelé par un monsieur qu'il avait rencontré à la cour de son oncle, un jeune qui s'appelle, je n'ai plus le nom, et ça va m'énerver, le papa d'Alexandre le Grand, c'est Philippe de Macédoine. Un certain Philippe II, qu'il a connu plus jeune, en fait, Aristote, et Philippe en a entendu parler, et Philippe est papa d'un jeune Alexandre. Et donc il va demander à Aristote d'être le précepteur de son fils. Vous vous rappelez de l'histoire avec Platon? Aristote hésite un petit peu, mais par amitié pour Philippe, vraiment par amitié pour lui, il accepte de prendre Alexandre comme élève pendant 2 ans. Ça se passe très très bien. Aristote arrive à enseigner énormément de choses à Alexandre, tant et si bien que Alexandre, quand bien même il n'a plus besoin de précepteur, eh bien il va demander à Aristote de rester à sa cour pendant 5 ans encore. Alexandre, vous le connaissez, il va être un conquérant extraordinaire. Ce qui fait que Aristote à la cour d'Alexandre, ça va le mettre très très bien, financièrement et politiquement. Résultat, au moment où Alexandre conquiert la Grèce, et notamment conquiert Athènes, Aristote dit « Bonjour, en fait je vais faire une école chez vous, concurrente de l'académie. » Il va l'appeler le lycée, et il y a une promenade qui est autour du lycée, qui s'appelle le péripathos. C'est une promenade avec des arbres, et donc on va appeler... Et la particularité d'Aristote, c'est qu'il enseigne en marchant. Donc les gens doivent le suivre. Donc il faut imaginer, on a un petit gars qui ressemble un peu à Éric Zemmour, vous voyez, au niveau physique, qui est en train de marcher, qui est suivi par plein de personnes qui sont en train de noter à côté plein de trucs, et on les appelle les péripatéticiens. C'est-à-dire ceux qui font les tours de promenade. Après, quand on vous dit péripatéticienne, c'est autre chose, ça désigne une prostituée parce qu'elle, notamment, elle est aux alentours des maisons. D'accord ? L'école péripatéticienne, donc l'école d'Aristote, le lycée, se caractérise par le fait qu'il va avoir une bibliothèque capable de concurrencer l'académie, il va être le philosophe de l'empire d'Alexandre, et il va faire plusieurs voyages entre 2 endroits. Athènes, où il a son école, et quelle est l'autre ville dans laquelle il va, est-ce que vous savez ? Qui porte le nom de son monarque? Alexandrie. Alexandrie. Pourquoi? Parce qu'à Alexandrie, ils ont appliqué une super technique, mais vraiment une super technique, qui va permettre à Alexandrie d'avoir la plus grosse bibliothèque du monde. C'est que dès qu'il y a un bateau qui arrive dans la ville d'Alexandrie, les douaniers, ils leur demandent est-ce que vous avez des livres? Et ils fouillent le bateau pour voir s'il y a des livres. Ils récupèrent les livres, ils demandent à une armée de copistes de faire une copie du livre, ils gardent l'original dans la bibliothèque et ils donnent la copie au gars du bateau. C'est comme ça que la bibliothèque d'Alexandrie va être colossale. Mais je vous dis, vraiment, son incendie, ça a été une perte totale. On a perdu des choses terribles pour notre civilisation, quoi, pour notre histoire et pour notre civilisation. Aristote se retrouve à Alexandrie, qui devient la ville de la science. Athènes commence à décliner par rapport à ça. Et donc, Aristote va être le philosophe le plus prolixe parce qu'il aura énormément de moyens.
Alexandre le Grand, à chaque fois qu'il découvre un animal nouveau dans ses conquêtes, il lui envoie par bateau ou par caravane. Résultat, Aristote se retrouve avec des éléphants, avec des guépards, avec des singes de toutes sortes. Bref, il devient le zoologiste le plus avancé. Pourquoi? Parce qu'il a énormément d'argent. Et donc, il arrive à devenir philosophe alors qu'il est proche du pouvoir. Cependant, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que Alexandre va commencer à péter un câble. Péter un câble, pour un grec, ça veut dire quoi? C'est qu'il va commencer à se prendre pour un dieu. Et ça, c'est le péché grec. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est ce qu'on appelle l'hubris. Vous n'avez pas le droit de vous considérer comme un dieu. Vous êtes un homme, donc vous êtes mortel. Vous n'avez pas le droit d'être adoré comme un dieu, ça n'est pas possible. Or, Alexandre profite d'être dans les Indes, d'être en Asie, où on a tendance à vénérer les grands conquérants comme des dieux, et bien pour se faire vénérer comme un dieu. Sauf qu'il va faire une erreur, Alexandre, c'est qu'il va demander à ses généraux de le vénérer comme un dieu. Il y en a certains qui acceptent, il y en a un qui refuse de s'agenouiller. Et celui qui refuse, c'est le neveu d'Aristote. Que va faire Alexandre? De rage, il va le torturer et le mettre dans le supplice de ce qu'on appelle le supplice de la cage. C'est un supplice très simple. Vous faites une cage trop étroite pour pouvoir y être debout et positionnée de telle sorte qu'on ne puisse pas se coucher dedans. Et donc en fait, vous êtes totalement inconfortable, avec des bords très saillants. Résultat, vous vous coupez en permanence. Et en fait, vous laissez la personne mourir de faim dans un inconfort complet. C'est une torture qui est très compliquée. Aristote apprend que son neveu vient d'être assassiné par celui dont il a été le précepteur sur le motif de ne pas avoir adoré l'empereur. À ce moment-là, Aristote écrit un livre sur Alexandre, sur la conquête d'Alexandre, où il dégobie sur Alexandre. Vraiment, là, il dit, mais vraiment, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi, là, tu te prends pour un dieu, ça va pas du tout, etc. À la mort d'Alexandre, vous savez ce qui va se passer, c'est que ses généraux vont se partager son empire. Le problème, c'est qu'il va y avoir dans les villes asservies, notamment une en particulier qui s'appelle Athènes, une révolte anti-macédonien. Aristote, se trouvant à Athènes à ce moment-là, prend peur, écrit un truc qui est un petit peu drôle. Il écrit « Je vais partir, je vais fuir pour éviter à Athènes de commettre un deuxième crime contre la philosophie. » Il se compare un peu à Socrate quand même dans l'histoire, donc voilà. Aristote a une belle idée de lui-même. Hein. Je peux vous assurer, c'est pas. Vous lisez ses textes, il sait quelle est sa valeur. Vous voyez, on n'est pas dans l'humilité attendue d'un philosophe. Voilà. Oui, j'ai oublié une chose, c'est tellement un génie, parce que c'est un génie, hein, encore plus que Platon, c'est tellement un génie que malgré son bégaiement, malgré son problème d'élocution, il arrive à devenir le professeur de rhétorique à l'Académie de Platon. Vous voyez, donc ça ne le gêne absolument pas, c'est-à-dire que les petites tares qu'il peut avoir, en fait, lui, ça l'empêche absolument pas d'exercer son génie. C'est quelqu'un qui, dans la philosophie, va avoir un apport colossal. Pourquoi? Parce qu'il va ordonner tout le savoir. C'est le premier qui va dire, il y a une méthodologie propre, selon le sujet de la science que vous employez, que vous envisagez. Si vous envisagez le végétal, vous allez avoir une science particulière. Si vous envisagez l'animal, vous avez une science particulière. Le minéral, une science particulière. La politique, une science particulière. La morale, une science particulière. La physique, une science particulière. Et donc, il va écrire un livre pour chacune des sciences. Donc, vous avez un homme qui a été capable d'écrire un livre qui s'appelle La physique, où il donne les principes communs de la nature, et un homme qui a été capable d'écrire la poétique, où il a été capable de donner les normes et les règles de la poésie. Et il a fait ça pour chacune des sciences. Chacune des sciences, il a pondu un livre. Et ensuite, il a écrit tout un tas de traités sur tout et rien. Vraiment, il a écrit des trucs, on se dit, mais pourquoi tu as écrit là-dessus? Il a écrit sur la veille, sur le sommeil. Il a écrit 3 livres qui s'appellent les Problemos. C'est des questions qui se posaient, il n'avait pas la réponse. Je vous donne certaines de ces questions. Comment se fait-il que quand on est bourré, on a moins froid? Deuxièmement, comment se fait-il qu'un trajet retour paraît plus court qu'un trajet aller? Troisième,
comment se fait-il que le chien court de biais? Je suis sûr que vous n'avez jamais remarqué ça. Le chien n'arrive pas à courir en ligne droite. Il court toujours légèrement courbé. Et Aristote balance des hypothèses à chaque fois. Mais il n'a pas la réponse, mais il balance des hypothèses. Voilà. Comment ça se fait que quand on est bourré, on a plus de libido, mais on arrive moins à faire l'amour? Les questions que se posait le gars, vous voyez. Et pour lui, ça, c'est la philosophie. Dès lors que vous avez une question, là, on est en philo, il n'y a pas de problème. Et il n'y a aucune question qui doit être laissée de côté. Par honte ou par puritanisme, même par mépris, vous voyez. Non, toute question mérite qu'on se la pose. Parce que c'est le propre de notre humanité. Aristote s'exile donc à Chalcis et il va mourir. Il avait un ulcère à l'estomac qui le faisait souffrir depuis très longtemps. Je suppose que c'était quelqu'un d'un peu angoissé. Le fait de devoir fuir la persécution, ça a dû l'angoisser un petit peu trop encore. À l'époque, on n'avait pas d'oméprazole ou ce genre de choses. Et résultat, il en est mort, peut-être d'une perforation en fait à l'estomac. On sait que ses derniers mots ont été « Ciel, il n'y a pas de véritable ami ». Alors que c'est quelqu'un qui a écrit une magnifique ode à l'amitié, et notamment par son ouvrage que je considère comme un des ouvrages majeurs. Il y a deux ouvrages majeurs d'Aristote, c'est La physique et l'Éthique à Nicomaque. Son ouvrage de morale, qui est vraiment une œuvre absolument magnifique. Alors justement, dans les minutes qu'il nous reste, j'aimerais vous demander de lire. Alors je vous ai fait imprimer un petit livre qui s'appelle « Invitation à la philosophie ». Un petit livre qui s'appelle « Invitation à la philosophie » qu'on a retrouvé. En fait, il s'agit d'une lettre qu'Aristote a envoyée à Thémisson. Thémisson qui est un roi et qui avait besoin d'être exhorté à la philosophie. C'est un style de livre qu'on appelle le protreptique. Vous avez plusieurs protreptiques qui existent. Le plus connu étant l'Hortensius de Cicéron, qui a fait que saint Augustin va être attiré par la philosophie. C'est un livre, c'est des lettres, c'est des petits livres qui vous disent en gros, c'est important de faire de la philo. C'est en gros une campagne de pub pour la philosophie. D'accord ? Je vous l'ai imprimé en entier, pour que vous puissiez le lire si vous avez envie. Voilà. Le style d'Aristote n'est pas agréable, contrairement à celui de Platon. Pourquoi ? Parce que Aristote est très, très analytique. Donc à chaque fois qu'il avance quelque chose, il se dit « il faut que je le prouve ». Donc je vais donner des arguments à chaque phrase que je vais donner. Donc ça vous donne des espèces d'approche de livres en tiroir, vous voyez, où il y a une première thèse et 15 arguments, puis ensuite une deuxième thèse, 15 arguments, et en fait après il associe les deux thèses, et cette association il doit la prouver, donc à nouveau 15 arguments, il arrive à la conclusion, et là il reprend tous les arguments qu'il a fait. Donc vous voyez, c'est pénible à lire, Aristote, mais c'est très riche. C'est très très riche. Oui, c'est un petit peu le contraste qu'on peut avoir entre un Bonaventure et un Thomas d'Aquin. Vous lisez Thomas d'Aquin, c'est indigeste, quoi. C'est-à-dire, une thèse, objection, en sens contraire, réponse aux objections. À raison de 15 articles pour une question. Alors, vous en avez marre, quoi, au bout d'un moment, alors que Bonaventure, là, il y a un truc, c'est flamboyant, vous sentez qu'il s'enflamme lui-même en train d'écrire, vous voyez, c'est très sympa. Voilà. Pour Aristote, je vais vous laisser lire, si vous avez envie, l'ensemble du texte. Je vous demande juste d'aller à la page 34, où c'est le chapitre 11, c'est juste avant la fin, en réalité. On ne pourra pas tout lire, évidemment, mais c'est un petit passage dans lequel il déclare « C'est dans la philosophie que consiste le vrai bonheur ». Et là, vous voyez, c'est la deuxième thèse que je voulais aborder avec vous. Je vous rappelle, le thème global de notre séance, c'est le choix de la vie philosophique. Pour Platon, je voulais vous montrer les renoncements que cela suppose, les choix philosophiques. Vous avez eu le premier, non, vous n'avez pas eu le premier texte. Les choix que cela représente, le renoncement que cela représente.
Avec Aristote, Aristote ne vous parle que très rarement de ce que ça vous coûte. C'est un philosophe qui est pété de thunes, qui est à la cour d'Alexandre, tout se passe bien pour lui, il va pas vous dire, c'est pas un gars qui finit en prison, vendu en esclave, etc. Vous voyez? Donc il va pas mettre l'accent sur ce que pourrait vous coûter le choix philosophique, par contre il va vous dire ce que cela vous procure, et que c'est le bonheur. Alors je vous lis. Maintenant, qu'à ceux qui ont choisi de la vie conforme à l'intelligence, il revient de vivre aussi avec le maximum de plaisir, ce qui suit le montrera clairement. Il apparaît que vivre se dit en deux sens, conformément à la capacité et conformément à l'opération. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même style que Platon. Là, on est dans la déduction. Nous affirmons en effet que sont voyants aussi bien les animaux qui possèdent la vue et sont naturellement capables de voir, même s'ils se trouvent avoir des yeux fermés, que ceux qui font usage de cette capacité et projettent leur vue sur un objet. Il en va de même avec les êtres savants ou connaître. Par là, nous voulons dire tantôt faire usage et contempler, tantôt avoir acquis la capacité de savoir ou de connaître et avoir la science. Si donc, nous distinguons la vie de l'absence de vie par le fait de sentir, et si sentir se dit en deux sens, souverainement, c'est faire usage des sensations, et autrement, c'est en être capable, c'est justement pourquoi, semble-t-il, nous affirmons que même le dormeur sent, il est clair que vivre se dira aussi en deux sens, car on doit affirmer que c'est l'individu éveillé qui vit véritablement et souverainement, et que le dormeur ne vit que parce qu'il est capable de passer à ce type de mouvement, d'après lequel nous disons qu'il est éveillé et qui sent l'une ou l'autre chose. Pour vous la faire simple, quand bien même on dit de quelqu'un qu'il est vivant, il y a des personnes qui accomplissent plus souverainement encore cette vie-là. Vivre, ce n'est pas métro, boulot, dodo. Vivre, c'est autre chose. Pour Aristote, c'est autre chose. Vous voyez ? Celui qui se contente juste de la capacité à vivre, eh ben, ne vit pas véritablement. Ou n'est pas dans la quintessence de la vie. Quand donc on dit que deux êtres qu'ils sont, quand donc on dit de deux êtres qu'ils sont chacun identiques en quelque chose, mais que l'un des deux est dit tel du fait qu'il produit ou subit quelque chose, nous admettrons qu'à ce dernier, qu'à ce dernier celui qui produit ou subit, qu'à ce dernier appartient plus ce qui est dit des deux. Par exemple, nous dirons que celui qui fait usage de la science est plus savant que celui qui la possède. Et que celui qui projette la vue sur un objet voit plus que celui qui est capable de la projeter. Ce n'est pas parce que vous avez des potentialités que on va appeler... Je suis parti en live, excusez-moi, je reviens. Okay. Il faut bien distinguer entre la capacité et l'actualisation de cette capacité. Un grand pianiste n'est réellement grand pianiste que quand il joue du piano. Quand il est capable de jouer, c'est sûrement un grand pianiste. Mais il n'est pas autant grand pianiste que quand il joue du piano. Eh bien, c'est la même chose pour le savant. Celui qui est capable de savoir beaucoup, bah, c'est bien, c'est super. Celui qui possède la science, c'est super. Mais celui qui l'exerce, là, à ce moment-là, oui, il est réellement plus savant que l'autre. En effet, dans les choses pour lesquelles il n'y a qu'un seul nom, nous disons plus, non seulement d'après la supériorité, mais aussi d'après le fait que l'une est antérieure à l'autre, et l'autre postérieure. Par exemple, nous affirmons que la santé est un bien plus que les choses saines, et qu'une chose naturellement digne d'être choisie pour elle-même l'est plus aussi que ce qui la produit. Vous allez manger sainement pour la santé. La santé est donc plus importante que les aliments sains. Si vous pouviez obtenir la santé sans manger des trucs sains, eh ben vous affranchiriez des choses saines, vous voyez. Pourtant, nous voyons que le nom de bien n'est pas attribué à ces deux choses au sens strict, parce que chacune est un bien, alors qu'il est question ici des choses avantageuses et là de la vertu. Alors là, il nous fait une petite aparté, vous comprendrez plus quand vous aurez lu l'ensemble du livre. D'accord ? Il repart de ce qu'il a parlé, de ce dont il a parlé, les différents moyens pour atteindre le bien. Il faut donc affirmer que l'individu éveillé vit plus que le dormeur et que celui dont l'âme opère
vit plus que celui qui ne fait que la posséder. Car c'est à cause du premier que nous affirmons que le second vit aussi, parce que le second est capable de subir ou de produire quelque chose à la manière du premier. Et oui, c'est en raison du fait que c'est un grand pianiste quand il joue que vous êtes capable de dire qu'il est capable de jouer bien. Vous voyez ? C'est d'abord l'activité qui est première et pas la potentialité. Ça, on peut passer parce que c'est l'exemple. Tac, 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 tac. Voilà, c'est ça. On passe au paragraphe suivant. Maintenant, l'œuvre unique ou principale de l'âme est de penser et de raisonner. Aussi, est-il simple et facile pour tout le monde de faire le raisonnement suivant. Est plus vivant celui qui pense correctement, et plus que tout le monde celui qui émet des jugements les plus vrais. Mais celui-là, c'est celui qui exerce la sagesse et qui contemple en conformité avec la science la plus exacte. Aussi est-ce à ce moment-là, et à ces gens-là, à ceux qui exercent la sagesse et aux sages, qu'il faut attribuer la vie accomplie. Ça va. Le raisonnement est quand même assez simple là-dessus. Mais si pour tout animal, la vie est exactement la même chose que l'existence, alors il est clair que c'est le sage, parmi tous, existera au plus haut point et le plus souverainement, et plus qu'à tout autre moment, quand il sera à l'œuvre et qu'il se trouvera contemplé le plus connaissable des êtres. Là, vous voyez, excusez-moi, j'ai bugué, donc ça rend la compréhension difficile. Mais en réalité, ce que nous dit Aristote, c'est qu'il y a une gradation dans la philosophie. Même dans la philosophie, il y a une gradation. Plus ce que vous contemplerez et ce que vous essaierez de connaître sera haut, plus vous serez appelé philosophe. Parce que plus vous accomplirez une potentialité en vous. Et en l'occurrence, ici, c'est contempler le plus connaissable des êtres. Pas le plus facile à connaître, mais celui qui mérite le plus notre connaissance. Or, en l'occurrence, c'est qui pour Dieu? Pour Dieu. Ben voilà, j'ai donné la réponse. C'est qui pour Aristote? C'est Dieu. Celui qui s'efforce de connaître Dieu vit plus que celui qui ne veut pas le connaître. À nouveau, c'est pas le Dieu des chrétiens, c'est pas le Dieu des juifs, c'est pas le Dieu qui s'est révélé, c'est le Dieu des Grecs, le Dieu des Grecs qui n'est pas Zeus, qui n'est pas machin, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout ça, l'être en tant qu'être. Mais celui qui s'efforce de le contempler vit plus que tous ceux qui ne le contemplent pas. Au demeurant, l'opération accomplie et sans entrave a en elle-même sa jouissance, si bien que l'opération contemplative est la plus plaisante de toutes. Est-ce que vous y croyez à ça? Vous dites ça à n'importe qui dans une école de commerce, les gars vous regardent en disant « Oui, tu sais qu'on a un after-work après, je te mets au défi de me comparer ta contemplation et le fait que je vais me biturer la tronche et qu'on va passer un très bon moment. » Évidemment. Et là, il faut reprendre ce que dit Platon sur la question de la vie que les personnes peuvent avoir. Parce que celui qui vous parle, Aristote, le vit, ça. Il sait ce que c'est que de se biturer la tronche. Il sait ce que c'est que la vie des plaisirs. Ne vous en faites pas, il le sait très bien. Mais il vous dit, non, mais la contemplation, c'est l'activité la plus délectable de toutes. Et tant que vous ne l'avez pas vécu, eh ben vous ne pouvez pas le savoir. Vous êtes dans l'ignorance à ce moment-là. Et vous voyez, on en parlera plus tard quand on verra la contemplation, ce que c'est que la contemplation, mais il faut bien comprendre que quand on commence la démarche philosophique, il y a une part d'obscurité puisqu'il y a une part d'inexpérimenté. Ce que je commence en philosophie, c'est d'abord un acte, et on y est avec Aristote, un acte de confiance. Je suis obligé de faire confiance à ceux qui l'ont vécu. Parce que sinon, de ma propre vie, je ne peux pas imaginer ce qui m'attend. Je ne peux pas me représenter ce que c'est que de contempler Dieu. Je ne peux pas. Si ma vie, si je sors de la politique, si je sors de mes plaisirs, de mon activité de vie, etc., je ne peux pas l'imaginer. Et donc vous avez certaines personnes qui vont simplement vous dire, qui vont évacuer la question très rapidement. Mais tout ça c'est des conneries, tout ça c'est des sornettes. Non mais j'y crois pas. Et qui ne vont pas faire l'effort d'une certaine docilité, qui est difficile, et je peux vous assurer que c'est la vertu la plus difficile dans notre culture occidentale.
accepter qu'on va marcher pas après pas, dans l'obscurité, en faisant confiance à d'autres personnes qui sont passées avant. Vous allez voir, on va le voir quand on verra les stoïciens, Aristote vous dit, pour pouvoir contempler les choses, il faut que vous soyez prudent, tempérant, fort et juste. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas contempler. Et ce que vous direz quand vous direz là j'ai contemplé, ce sera un mensonge, c'est pas vrai. Vous ne pourrez pas expérimenter ce dont on vous parle. Donc ne faites pas confiance à des personnes qui vous disent ça n'existe pas, c'est faux, c'est machin, etc., mais qui n'ont pas essayé le chemin que vous propose Aristote, que vous propose Zénon de Kition, que vous propose Épicure, que vous propose Platon, que vous propose... En gros, la philosophie suppose un moment d'être disciple. Et le choix de la vie philosophique, ça suppose d'être disciple. C'est ce que vous dira Sénèque quand il parlera sur la brièveté de la vie. Il vous dira, mais mets-toi à l'école. Les mecs qui t'ont laissé des livres entiers, mets-toi à leur école. Pourquoi ont-ils écrit? Ils n'ont pas écrit comme tous les auteurs actuels pour être vendus. À l'époque, la lecture, elle se faisait en place publique. Vous preniez un esclave, vous lui donniez un bouquin, il devait lire devant tout le monde et les gens s'asseyaient. C'était le cinéma de l'époque. Hein. On écoutait, voilà, la lecture d'un livre. C'était gratos. Si les gens ont publié des bouquins, des bouquins, bon, on s'en fout, c'est des bouquins, merde. Voilà, si les gens ont publié leurs pensées par écrit, c'est qu'ils souhaitaient la communiquer à d'autres personnes qui seraient capables de les suivre un peu. Je ne vous parle pas des philosophes modernes. Là, je vous parle vraiment des philosophes antiques. On est vraiment dans cette ambiance antique. Hein. Dans ce cours-là, vous verrez, on sera vraiment que dans cette ambiance antique. Parce que les philosophes modernes poursuivent d'autres intérêts. Descartes, on sait qu'en fait, il veut détruire Aristote à la Sorbonne, et donc en fait, il procède par l'avance masquée, comme il dit lui-même. Hegel, il est en train de construire un système. Voilà, c'est Kierkegaard, c'est une autre histoire. Sartre, pareil, etc. Je vous parle pas de ces philosophes-là qui arrivent à la fin. C'est pas la fin, qui arrivent après le chemin qui a été fait, et notamment après le christianisme. Moi, je me méfie des philosophes qui arrivent après le christianisme. N'y voyez pas d'hostilité vis-à-vis de cette religion, hein, c'est pas du tout ça. Mais je me méfie parce qu'il y a toujours une espèce de volonté de prouver la foi. Vous voyez, que ce soit chez Descartes, que ce soit chez Kant. Il y a toujours cette idée on va essayer de vous vendre les valeurs chrétiennes sans Dieu. Voilà. Alors qu'avant, non, on s'en fout. Il n'y a pas la révélation. Donc on essaye de vous vendre la meilleure vie possible. On va s'arrêter là pour ce texte-là, parce que justement, j'ai besoin de terminer sur autre chose. Je vous invite à lire ce texte du protractique. Il n'est pas facile à lire. Je suis désolé aussi de la qualité de l'impression, qui est un peu ardos à lire. C'est disponible en ligne, donc vous pouvez le retrouver. Hein. Voilà. Et si jamais vous le voulez, il est disponible en format de petit livre aux éditions Mille et une nuits. Voilà. Et même moi, sur ma chaîne YouTube, je me suis amusé à le lire aussi. Donc si vous avez besoin de la version audio, voilà, je ne suis pas un grand lecteur, mais voilà, j'ai essayé. Au travers de ces deux figures, de Platon et d'Aristote qu'on a vues, le but est réellement de vous montrer que la philosophie, c'est un choix de vie. Ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une technique. D'accord ? Il n'y a pas de compétences particulières. Vous verrez, si, évidemment, il va falloir travailler de la logique, il va falloir travailler des choses, il va y avoir des méthodes, ça c'est vrai. Mais un philosophe, en tant que tel, vous n'allez pas le rechercher, vous n'allez pas le voir parce qu'il a une certaine compétence. Vous irez voir le logicien si vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous parle du raisonnement. Vous irez voir un physicien si vous avez envie de parler de la nature. Vous allez voir un moraliste si vous avez envie de parler de l'agir. Mais un philosophe en tant que tel, sa principale activité, ce qu'il cherche par-dessus tout, c'est quoi ? C'est la contemplation. Et pas n'importe quelle contemplation, la contemplation de Dieu. Et je vous spoil un petit peu la suite de ce cours, mais ce n'est pas la contemplation de Dieu à certains moments, dans une chapelle, dans une mosquée,
Non, c'est la contemplation de Dieu toujours, tout le temps, partout. Quel que soit le sujet que vous allez aborder, ce que vous essayez de chercher et de trouver, c'est la trace du divin dans la chose qu'il vous est présentée à votre intelligence. On vous parle de la boue, vous allez chercher le divin. On vous parle du porno, vous allez chercher le divin. On vous parle d'une chaise, vous allez chercher le divin. On vous parle d'un être humain, vous allez chercher le divin. On vous parle d'un animal, on vous parle du cosmos. On vous parle d'une pierre, vous allez chercher le divin. Et cette capacité-là, que le philosophe va petit à petit déployer, va entraîner un renoncement à d'autres choses. Et là, c'est ce que Platon va vous décrire dans le Théétète. Parce que Platon, vous voyez, on peut lui rendre, en tout cas cette justice-là, Platon, il n'est pas un menteur quand il vous dit que vous allez en baver. Et chers amis, je vous le dis, si la philosophie vous intéresse, vous allez en baver. On va le voir. Parfois, la philosophie va vous rendre triste, profondément triste. La philosophie va vous rendre très joyeux, mais triste parce que vous n'allez pas pouvoir le communiquer, cette joie. La philosophie va vous rendre amer parce que vous allez devoir faire des choses en sachant que c'est bien, même si cela vous coûte. Vous voyez, la philosophie va vous amener sur des chemins qui ne vont pas être agréables. Oui, mais Aristote est là pour vous dire, mais ne vous en faites pas, vous n'avez pas choisi la philosophie pour ce qu'elle vous oblige à renoncer. Vous avez choisi la philosophie parce que c'est votre voie de bonheur. Et à ce moment-là, on inverse complètement le regard que l'on a sur les choses. Beaucoup de personnes me disent, c'est des proverbes qui circulent comme ça, choisir c'est renoncer. C'est faux. Choisir, c'est d'abord choisir. Choisir, vous choisissez la chose. Et conséquemment à votre choix. Parce que vous avez choisi quelque chose, alors le reste, vous le laissez de côté. Vous choisissez votre femme, vous choisissez votre époux. Vous renoncez pas, les gens qui me disaient ça quand j'allais me marier, vous savez, ils m'ont dit oh, quand tu te maries, tu renonces à toutes les autres. Non, quand je me marie, je choisis celle-là. C'est différent, t'as rien compris en fait au mariage. Quand tu choisis des études, tu renonces pas à toutes celles que tu aurais pu faire, tu choisis celle-là. Quand tu choisis, et on verra, ce sera la prochaine fois, avec le temps, quand tu choisis ce que tu fais de ton temps, tu ne renonces pas. Tu ne choisis pas de renoncer à tout ce que tu pourrais faire de ce temps-là. Tu choisis de faire ça. Combien d'activités, vous voyez, on n'a pas choisi. Moi, il y a pas très longtemps, je suis un philosophe qui me tient un petit peu au courant de la modernité. Et donc, j'ai voulu essayer un jeu vidéo qui s'appelle Baldur's Gate 3. Et en fait, je l'ai commencé alors que je n'avais pas fait ma comptabilité. Activité absolument pas philosophique pour moi. Et je peux vous assurer que quand bien même vous avez 9 ans de philo derrière vous, ça ne vous sert à rien face à un tableau Excel. Et donc c'est une activité qui me prend du temps, qui machin. Je commence à jouer et là, je me dis non. Non. Je suis tiraillé dans mon action. Parce que je ne parviens pas à choisir. Et donc, qu'est-ce que je fais? Là, vous voyez que je suis très très loin de la philosophie. J'ouvre mon tableau Excel en divisant mon écran, en ayant le jeu d'un côté et le tableau Excel de l'autre. Histoire de jouer de manière nulle et de faire une comptabilité aberrante. Parce que je n'ai pas choisi, je n'ai pas vécu. Et j'ai perdu mon temps. Et c'est ce que Aristote et Platon vous proposent. Vous dites, si vous choisissez la philosophie, il faudra la choisir vraiment. Il faudra la choisir vraiment. Il ne faudra pas accepter de faire autre chose à côté. C'est-à-dire autre chose, attention, vous pouvez avoir un autre métier, évidemment. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un métier. Mais par contre, si vous avez une autre vocation qui vous prend autant de place, et pour Platon, c'est la vie politique, par exemple, vous ne pourrez pas être philosophe. Si vous vous entraînez dans la vie politique, vous ne pourrez plus être philosophe. Désolé François-Xavier Bellamy. Mais vous ne pouvez plus être philosophe. Pourquoi? Parce que vous allez être pris, c'est normal, vous vous consacrez à la cité, donc vous allez être pris par des préoccupations de la cité. Vous n'allez plus être dans la contemplation des choses. Vous êtes pris dans le bien des âmes, un apostolat de quelconque religion. Vous ne pourrez pas être philosophe. Parce que vous allez être pris par les choses de la terre. Il y a eu de vraies questions qui ont été posées, par exemple, est-ce qu'un philosophe peut se marier, peut avoir des enfants?
Oui. Oui. Mais ça va faire de lui un époux et un papa, ou une épouse et une maman, folklore. Un peu bizarre. Pourquoi? Parce que elle n'aura pas les mêmes préoccupations, ou il n'aura pas les mêmes préoccupations que les autres. Un philosophe va s'en ficher complètement du fait que son enfant réussisse à l'école. Par contre, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu aimes bien ce que tu apprends? Ouais, t'as eu 2, on s'en tape. Non mais essaye d'avoir 10 pour passer la classe, mais on s'en fout. Mais par contre, apprends des trucs. Apprends les trucs. Vous voyez, il va s'en ficher par exemple de dans quel milieu social il évolue. Son enfant. Il s'en tape complètement. En revanche, est-ce que ce sont des gens vertueux autour de toi? Est-ce que ce sont des gens qui te tirent vers le haut? Donc ça va être des gens folklore. Les activités à la maison, ce sera particulier. Vous voyez, on va pas faire de dîner mondain tous les jours, par exemple. Bah non, la mondanité, c'est pas trop leur truc. Par contre, ils vont être capables de, je sais pas, de sortir sous la pluie. Avec tous les enfants. Pour juste regarder la pluie. Et sentir la pluie qui me tombe dessus. Ah oui. Donc vous voyez, il faut avoir conscience de cela quand vous rentrez en philosophie. Normalement, ce cours est censé vous donner à comprendre ce que c'est que la philosophie et vous donner un peu envie d'y aller. J'espère que je vais y arriver. Pour l'instant, on avance pas à pas. Est-ce qu'il y a des questions ? La vidéo est maintenant terminée. Il te faut repartir dans la réalité. Mais si tu veux vraiment avec moi continuer, faut pas hésiter et tu peux t'abonner. On danse, on sourit, la joie nous envahit. On s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici. On est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot. Partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. Retourne dans ta vie d'un pas décidé, car la philosophie ne va plus te lâcher. Loin des folles folies et du prêt-à-penser, tu vas goûter ta vie, c'est ça la liberté. Abonne-toi et laisse un mot. Partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. On danse, on sourit, la joie nous envahit. On s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici. On est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot. Partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. Abonne-toi.